Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 20 décembre 2019, la manifestation de Nyolank contre la hausse du prix de l'électricité. Certains meneurs ont été interpellés pour avoir voulu se diriger vers le palais de la République. Pendant ce temps, 5 des 8 manifestants du 29 novembre pour la même cause obtiennent une liberté provisoire. À noter également l'interpellation de journalistes qui ont été par la suite libérés. Ils ont été interpellés pour identification. La démission du directeur des bourses, Lansana Konaté, en a fait l'annonce en personne. À l'origine, dit-il, une contrainte de payer des bourses indues dans le seul but de dissiper la tension née des retards récurrents de règlement des bourses. Grève de la faim de Luc Nicolaï, le promoteur conteste son transfert à Saint-Louis. Le juge a fait exécuter le mandat d'arrêt le concernant dans l'affaire du Lamentin Beach. Il aurait souhaité rester incarcéré à Mbour, près des siens. Le groupe intercontinental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest planche sur une stratégie de lutte contre le financement du terrorisme. Les attaques terroristes perpétrées au Niger étaient au cœur des échanges. L'invité de ce vendredi, Abdoulaye Seydi, il est inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports au ministère de la Jeunesse et doctorant en littérature africaine à l'UGB de Saint-Louis. Le prétexte, l'anniversaire du décès de Léopold Sédar Senghor. Dans un instant, le développement de tous ces titres. D'abord, ce meurtre à Moudala, c'est dans la région de Kédougou. On forcené à poignarder un policier. Juste après un contrôle de routine, l'individu s'est par la suite tranché la gorge sous la pression de la foule. Vive tension cet après-midi dans le périmètre du centre-ville de Dakar. Le collectif Nyolank a bravé l'interdiction de marcher à la place de l'indépendance. Résultat des interpellations des manifestants et de journalistes pour identification. En ce qui concerne ces derniers, Nyolank était dans la rue donc contre la hausse du prix de l'électricité. Voici un des manifestants, Dame d'œil du mouvement syndical des enseignants. Écoutez-le. C'est inacceptable. C'est pourquoi le peuple doit céder. Oh, je suis là en tant que manifestant, en tant que dirigeant, en tant que membre de Nyon Langue Nyon Bagne, parce que nous serions acceptés en tant que citoyens sénégalais et contre l'injustice et contre l'arbitraire, contre la hausse de l'électricité. Nous exigeons la libération de Guy Marius Sagna, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de semer la zizanie en libérant Babacar Diop et quelques étudiants pour laisser Guy Marius Sagna croupir en prison. Nous ne l'accepterons pas et nous allons faire face. Justement, comme l'indique, comme le dénonce Dame Doy sur ces images, 5 des 8 manifestants arrêtés le 29 novembre dernier pour la même contestation ont bénéficié d'une liberté provisoire à la demande de leurs avocats. Ils ont été auparavant entendus par le doyen des juges. Parmi eux, Babacar Diop, professeur de philosophie à l'UCAD. Les deux autres et l'activiste Guy Marius Sagna restent en prison. Le juge n'a pas accédé à leur demande de mise en liberté provisoire. Ils viennent de boucler 3 semaines de détention. Le promoteur de lutte, Luc Nicolaï, entame une grève de la faim. Il conteste ainsi son transfert à Saint-Louis pour y purger une peine de prison de 2 ans. Luc Nicolaï, arrêté jeudi soir dans l'affaire du Lamentin Beach, il aurait souhaité rester incarcéré à Mbour, près de ses proches. Le procureur lui a notifié en effet son transfèrement à Saint-Louis ce vendredi. Son avocat, maître Boubacar Sissé, compte déposer un recours pour obtenir une main levée. Écoutez-le. Le mandat d'arrêt qui a été décerné par la Cour d'appel de Saint-Louis a été exécuté par la section de recherche de la gendarmerie de Thiès, qu'il a présenté à M. le procureur du tribunal de grande instance de Mour. Maintenant, le mandat indique que Luc doit être transféré à Saint-Louis. Donc actuellement, il fait l'objet d'un transfert à Saint-Louis. Donc il sera mis à la disposition de l'administration pénitentiaire de la MAC de Saint-Louis. Évidemment, nous allons faire en sorte que Luc ne séjourne pas longtemps en prison, parce que la place de Luc, ce n'est pas la prison. Encore une fois, c'est une affaire qui date de 2017. Et donc Luc est un opérateur économique. Je crois savoir que, vous le savez très bien, dès qu'il a ficelé le combat Modulo Amabalde, cette affaire-là a subitement refait surface. Nous allons introduire des recours, donc certainement nous allons demander la main levée du mandat au niveau de la chambre d'accusation de Saint-Louis, qui est la juridiction compétente à notre avis,
pour statuer sur ce cas parce qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Donc la libération conditionnelle n'a pas été révoquée par le ministre de la Justice. Donc en fait, cette libération conditionnelle empêche qu'on puisse le garder à nouveau en prison. Luc Nicolaï, actuellement sur la route vers Saint-Louis. Lansana Konaté n'est plus le directeur des bourses. Il a rendu le tablier hier jeudi. L'une des raisons évoquées, des pressions pour effectuer des paiements de bourses indus dans le but simplement de dissiper, selon lui, la tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La question des bourses, principale cause des manifestations des étudiants dans quasiment toutes les universités du Sénégal. Moussa Fall et Mamadou Bipa Sissoko à l'UQAD de Dakar. Refuser de payer des bourses indues pour apaiser le climat tendu qui règne dans les universités sénégalaises, telle serait l'une des raisons de la démission du désormais ex-directeur des bourses, Lansana Konaté. Une situation qui existerait auparavant? Si la situation existe, je pense que c'est à l'autorité de prendre des mesures pour rétablir les gens dans leurs droits. J'ai entendu des rumeurs là-dessus, mais j'en suis pas sûr. Chaque année, le retard dans le paiement des bourses provoque la colère des étudiants qui n'hésitent pas à montrer cela. Une chose assez normale pour cet ancien étudiant. Les étudiants revendiquent pour qu'on améliore leurs conditions de vie. Et sur ce point, je pense que l'État est en train de faire des efforts. Et est-ce qu'on va arrêter, on va suspendre les manifestations, etc., etc. Vous savez, le droit de manifester, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. La direction des bourses est souvent la cible des critiques, mais pour cet étudiant, ses camarades devraient faire preuve de plus de patience et de compréhension. Aujourd'hui, quand on parle de bourse, automatiquement, tout le monde accuse le directeur ou bien celui qui gère les bourses. Et on note parfois des retards, surtout au niveau peut-être des ministères ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est les étudiants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas patients en fait. L'autre raison relative aux bourses évoquées par Lansana Konaté, des pressions subies pour payer des bourses destinées à des étudiants de l'université Gaston Berger au cours d'une année invalidée. L'État du Sénégal a lancé le projet 100 000 logements. Le ministère de l'Urbanisme et du Logement entend ainsi faciliter l'accès à toutes les couches de la population sénégalaise. Voici Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Il est au micro e-radio de Alioune Gueye. Bon nombre de Sénégalais s'indignent du fait que 60 ans après l'indépendance, nous n'ayons pas été capables de bâtir une politique de logement qui réponde aux aspirations de nos classes moyennes ou de nos classes vulnérables. Par les politiques que nous menons, nous entendons soulager nos compatriotes qui exercent les métiers les plus durs, les plus pénibles, payent des loyers tout au long de leur vie, sans jamais entrevoir la possibilité de devenir propriétaires. C'est dans cette optique qu'a été initié le programme Zéro Bidonville, destiné à éradiquer les habitations spontanées dans notre pays et promouvoir un habitat social décent pour les couches sociales les plus faibles, avec la construction de 100 000 logements dans les 5 prochaines années. Devenir propriétaire au Sénégal, un parcours du combattant pour beaucoup. La gestion du foncier jugé inéquitable par certains ne facilite pas non plus la tâche. Projet donc attendu, très attendu par les Sénégalais avec beaucoup d'espoir. Barresso et Alioune Gueye. L'accès au logement, un véritable casse-tête au Sénégal. Beaucoup de Sénégalais n'arrivent pas à obtenir leur propre domicile. Une situation alarmante aux yeux de certains acteurs. Oui, la question du logement au Sénégal est une question cruciale et c'est une question qui correspond à une vraie demande sociale. Et de ce point de vue-là, lui trouver une réponse, de mon point de vue, participe également à permettre aux Sénégalais davantage de pouvoir se valoriser. Donc il est éminemment important pour les populations d'avoir la possibilité d'accéder à des logements, et notamment à des logements décents, et de pouvoir se réaliser. Il y a un déficit chronique de logement et il y a un besoin pressant. C'est ça le paradoxe. Donc de ce point de vue, donc, il faut véritablement une politique hardie pour pouvoir résorber le gap, mais également pour pouvoir loger les Sénégalaises et les Sénégalais. Le foncier est une autre difficulté au Sénégal. Oui, je pense qu'il y a pas mal de difficultés dans le secteur
qui aujourd'hui sont en train d'être aplanis. Je n'ai rien contre les promoteurs, c'est des partenaires. Mais nous, en ce qui concerne les coopératives, les sociétés coopératives, notre foncier, nous l'utilisons de manière efficace, c'est-à-dire pour réaliser des logements clés en main, que ce soit clé en main ou bien en autoconstruction. La décision de l'État du Sénégal d'offrir des logements à tous les Sénégalais est à saluer, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire. Quand l'État prend la décision de faciliter l'accès au logement en termes de foncier qu'il doit mettre à la disposition des coopératives et des promoteurs, en termes de facilitation au niveau de la fiscalité, toutes ces mesures, nous pensons, concourent à permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'accéder à un logement décent et qui coûte moins cher. La dynamique qui est amorcée par le ministère en charge du logement est une bonne dynamique. Il y a encore des efforts importants à faire du point de vue de la gouvernance du secteur, du point de vue de la gouvernance du foncier et également des autres aspects liés à une meilleure accessibilité au foncier et un accompagnement en termes de garantie pour les populations. Avoir son propre toit, le vœu de beaucoup de Sénégalais. Mais si l'État ne réagit pas par rapport à l'exploitation des terres, il sera difficile pour beaucoup de pères de famille de gérer leur progéniture. Cette visite des carrières d'extraction de sable dans la commune de Sandiara et de Tataguine, les dégâts environnementaux et sanitaires sont visibles sur plus de 27 hectares, rien qu'à Sandiara. Le Forum africain des journalistes a mis à nu des décharges à ciel ouvert qui exposent les populations à des maladies, notamment des maladies respiratoires. Alun Khan. Sur un grand site d'extraction de sable à Tataguine, occupé par les eaux de pluie, un environnementaliste explique les dégâts environnementaux causés par ces carrières sauvages nombreuses dans la zone. Une dégradation du couvert végétal, aussi la morbidité, il y a également les pertes de vie animales notamment. Nous avons vu que les populations environnantes aussi ont quitté leurs terres parce qu'il y a des conséquences directes qui les ont affectés et qui font qu'ils ont abandonné leur terre. Les dégâts sont là, mais une politique bien mûrie peut être lancée pour rétablir l'équilibre de l'écosystème. Organiser un peu l'aménagement pour que ce soit des bassins de rétention et qu'on puisse donc faire de l'aquaculture dedans. Parce que l'aquaculture aussi c'est une activité qui permet d'assurer au moins 3 objectifs. L'objectif alimentaire parce que ça permet aux populations de pouvoir s'approvisionner en poissons. Donc ça permet également de régler la question environnementale parce que ça permettra aussi de régénérer certaines espèces. Et mieux, il y a une activité aussi économique. Donc avec la commercialisation, ça pourra aussi aider à améliorer le produit local. Le Forum africain des journalistes, initiateur de cette visite des carrières de Sandiara et de Tataguine, s'offusque de la détérioration de l'environnement, mais insiste sur le volet sensibilisation. Il faut aller vers des actions beaucoup plus décentralisées à la base qui concernent directement les décideurs à la base. Quand je parle de décideurs à la base, évidemment, je vais vous parler un peu des élus locaux, je vais vous parler surtout des maires parce que généralement, c'est eux qui sont détenteurs de la décision finale, de l'octroi un peu des permis, mais également de l'application des dispositions que l'État a prises pour faire en sorte, par exemple, que la gestion des carrières soit encadrée. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau, faire en sorte d'aller vers les élus locaux à la base pour les former, mais également pour leur rappeler un peu leurs responsabilités dans la dégradation de l'environnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant les élèves également, il faut de plus en plus une éducation environnementale au niveau scolaire. Cette visite a été l'occasion de constater une quinzaine de carrières fonctionnelles comme abandonnées à Sandiara, dont la plupart est transformée en dépotoir d'ordures. Une situation qui menace la santé des populations qui sont exposées à des maladies respiratoires. L'Agence nationale de la couverture maladie universelle lance une campagne dénommée 1 million d'enfants et de femmes dans les mutuelles de santé. C'est en partenariat avec l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire. Objectif, permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens de pouvoir disposer d'une couverture maladie. La campagne a démarré dans la commune de Médina. Augustin Mandang et Chersal, compte rendu. 1 million d'enfants et de femmes dans les mutuelles de santé. C'est la campagne lancée par l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire en partenariat avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. L'école primaire de la Médina, avec ses près de 1300 élèves,
bénéficient en premier lieu à la campagne. Cette campagne nous intéresse énormément pour plusieurs raisons. D'abord, l'idée c'est une grande idée du président de la République. Je pense que aussi nous devons porter cette idée vraiment et l'élargir au maximum. Et c'est pour cela que le mot solidarité est très important. Et aujourd'hui, c'est un geste que nous faisons pour encourager les Sénégalais dans tous les domaines à enrôler pour qu'on puisse atteindre des chiffres vraiment corrects par rapport à notre population. À l'origine, seulement 20% des Sénégalais avaient accès à la couverture maladie. 4 ans après, un Sénégalais sur 2 a accès à la couverture maladie universelle. Nous avons pour objectif d'atteindre les 75% au plus tard le 31 décembre 2021. En effet, l'Agence nationale de la couverture maladie universelle a entrepris durant cette campagne d'encourager le parrainage des bénéficiaires dans les mutuelles de santé afin de permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens de disposer d'une couverture maladie de base. La CMU est un avantage pour l'ensemble des Sénégalais. Un pays doit être de bonne santé. Les populations doivent être de bonne santé. Et pour être en très bonne santé, il faudrait nécessairement disposer des outils qui permettent aux populations non seulement de pouvoir accéder aux soins de santé de qualité sur un plateau technique réalisé par l'État, mais aussi les voies et moyens nécessaires pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire à travers soit le système de gratuité, comme l'offre la CMI, mais surtout par le système assurantiel, par les mutuelles de santé. Cette campagne, qui sera clôturée le 29 février 2020, permettra de créer une nouvelle forme de solidarité à l'assurance et surtout de mobiliser les ressources nécessaires pour un meilleur fonctionnement des mutuelles sociales. Les attaques terroristes perpétrées au Niger, au cœur d'une rencontre initiée par le Djihaba. Elle porte notamment sur l'élaboration de la stratégie régionale de lutte contre le financement du terrorisme. Ces attaques sont à combattre en achissant les sources de financement du terrorisme. C'est l'avis du représentant du directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Maouzou Oumarou, et le directeur de la politique et des recherches du Djihaba. Écoutez-le. They are working very hard to make sure that these type of attacks never occur. Comme je le disais tout à l'heure, évidemment, c'est un malheur qui nous a frappés et c'est quelque chose que je dirais de très malheureux pour toute la communauté. Mais comme vous le voyez, les États membres sont en train de travailler en synergie pour pouvoir mettre fin à ce phénomène. Déjà, la rencontre des présidents du G5 du Sahel en est une illustration. Ce que aussi je voudrais dire, c'est que ces phénomènes de terrorisme ont lieu parce que ces terroristes ont du financement. Ils parviennent à se déplacer avec de l'argent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous parvenons à arrêter les sources de financement du terrorisme, nous aurons vaincu la bataille. Alors, nous allons faire de notre mieux pour que cela soit concrétisé sur le terrain. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs principaux de la présente rencontre. We are here to ensure that that does not happen. And that is the main objective of this meeting. La Chine, premier partenaire du plan Sénégal émergent, le PSE, en termes de financement, près de 900 milliards de francs CFA d'investissement. Le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois salue la coopération. Il était en visite à Dakar. Le ministre Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais à l'extérieur, l'a rencontré. La Chine nous confirme qu'elle va poursuivre avec le Sénégal ces relations et qu'elle va encore davantage soutenir le plan Sénégal émergent qui est la vision du président Macky Sall. Je voudrais remercier la Chine d'avoir fait du Sénégal un pays pilote, un pays phare dans sa stratégie en Afrique. Et nous nous réjouissons d'assurer la coprésidence du FOCAC. Je pense que le président Macky Sall et le président Xi Jinping assurent la coprésidence du FOCAC et cela nous semble être extrêmement important et un fait majeur qui devrait être souligné. Et pour la mise en œuvre des projets du FOCAC, nous nous sommes entendus de poursuivre les consultations à tous les niveaux
Et de ce point de vue, d'ailleurs, particulièrement la Chine et le Sénégal organiseront très prochainement une rencontre pour faire le point de la coopération. Valoriser son personnel pour accroître ses performances. L'approche de la Loterie nationale sénégalaise passe, selon ses responsables, par d'abord l'accompagnement de l'agent dans son plan de carrière, dans sa carrière, mais aussi par un dialogue permanent pour éviter les conflits. Les différentes stratégies de la LONASE dans la gestion de son personnel ont fait l'objet d'un exposé lors d'un panel à la foire internationale de Dakar. Gorgui Diaw Thiam et Cheikh Hassan Fall étaient sur place. Dans son plan stratégique de développement établi en 2017, la LONASE visait 120 milliards de francs à l'horizon 2021. Pour l'heure, 110 milliards sont acquis et l'apport de la ressource humaine dans cet exploit est considérable. On a mis en place un plan stratégique de développement 2017-2021 qui plaçait aussi l'homme au cœur du développement, au cœur de la performance de l'entreprise. Même le vendeur est au cœur. Le critère quantitatif a été mis en avant pour dire que vous, vendeurs, vous devez atteindre et dépasser vos objectifs. Et si tous les agents commerciaux atteignent les uns, c'est le chef d'agence qui atteint son 1 et c'est le directeur de réseau qui atteint son objectif et c'est la LONASE qui atteint son objectif de 120 milliards. Si l'atteinte des objectifs est une chose courante, la gestion de l'évolution de la carrière du personnel y est pour quelque chose. Nous insistons beaucoup sur la formation. Puisque je suis un agent, je peux demain vouloir quitter le poste que j'occupe. La LONASE, chaque année, demande à qui veut de déposer une demande pour pouvoir faire une formation puisqu'il veut se mouvoir dans l'entreprise. Donc on gère un peu la carrière des agents. Il y a des gens qui sont partis de caissier pour être directeurs. Avec une bonne communication et des programmes sociaux adéquats, la LONASE veille également à anticiper sur d'éventuelles crises au sein du personnel. On a ce qu'on appelle la commission paritaire qui se tient 2 fois par an, où tout personnel a le droit de pouvoir faire une revendication individuelle. Et ça apaise notre climat social qui est source vraiment de la performance de l'entreprise. Nous essayons de fixer nos agents par la fidélisation en créant les conditions nécessaires pour que ces personnels soient fidèles à notre entreprise. Donc dès le début de votre entrée jusqu'à votre sortie, nous essayons de vous attirer pour que vous puissiez rester dans ces entreprises. Une entreprise se définit non seulement par son capital économique et son savoir-faire, mais aussi par son capital humain. Les interactions et la motivation des employés sont des facteurs clés de succès à ne surtout pas négliger pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Et la Loterie nationale sénégalaise compte bien valoriser ses employés pour encore plus de résultats. Les corps de Colette Hubert Senghor, Léopold Sédar Senghor et Philippe Maguilène Senghor seront transférés à Joal, annonce faite aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. C'est à l'occasion de l'anniversaire du décès du premier président de la République du Sénégal indépendant. Miguel Senghor, neveu de Léopold Sédar Senghor, affirme que l'éventualité est bien envisageable, d'autant plus qu'il s'agit là, bien entendu, de sa dernière volonté. Il est joint au téléphone par Ousmane Gueye. Telle était sa volonté et la volonté de son épouse. Là, il suffit de chercher les voies et moyens pratiques de mettre ça en œuvre, comme ça se fait partout dans le monde, quoi. Moi, je pense qu'à titre symbolique, ce serait mieux. Maintenant, ça ne m'engage que moi. De toute façon, c'était sa volonté, c'était la volonté de son épouse. On l'a enterré lui-même à Dakar par commodité pour son épouse, pour qu'elle puisse aller se recueillir sur sa tombe plus facilement à Dakar, mais c'est tout. Hein. Bon, telle était vraiment leur volonté. Prendre un mort, le déplacer, ce n'est pas trop dans l'habitude des Sénégalais. Est-ce que vous pensez que ça va passer un peu dans l'opinion? Je pense que ça passera, hein, parce que ça existe partout dans le monde. Ça. Si on peut transférer des corps de pays à pays à peu près présents sur le même territoire, mais c'est tout à fait possible. Hein. Maintenant, bon, le président Senghor a une famille, il faut en discuter en famille, éventuellement avec les autorités. Bon, la différence, c'est respecter ce qu'il a toujours souhaité, d'abord. Et au titre du symbole, bon, c'est là-bas que sont enterrés ses parents, c'est là-bas son terroir naturel, quoi. L'invité du vendredi, nous recevons ce soir Abdoulaye Seydi. Il est inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports au ministère de la Jeunesse, doctorant également en littérature africaine.
À l'EGB de Saint-Louis, M. Seydi, bien le bonsoir. Voilà, bonsoir, M. Diakhaté. D'abord, la question de l'heure concernant Léopold Sédar Senghor, c'est au sujet de son transfert, notamment le transfert de sa dépouille, ainsi que celle de son enfant et de son épouse Colette Senghor à Joal. Comment vous l'appréciez? Merci, M. Diakhaté, pour la question. Je peux dire que c'est l'une des volontés de Léopold Sédar Senghor, parce qu'il l'a dit depuis son livre intitulé Nocturne, publié en 1961, dans un poème qui s'appelle Élégie de minuit. Est-ce que vous vous rappelez des termes? Oui, il a dit Seigneur Dieu, je souhaiterais. Bon, il a dit Seigneur Dieu. Voilà, dans l'idée, il a dit en tout cas qu'il souhaiterait se reposer sous voile l'ombreuse, sous voile la portugaise. Il l'a dit en 1961 et également en 1990. En 1996, quand il a eu ses 90 ans, il a répété cela, il a même écrit au manuscrit qu'il a donné à Ahmad Lamine Sall. C'est pourquoi aujourd'hui, ramener sa famille au niveau de Joal, je pense que c'est respecter la volonté de Léopold Sédar Senghor, sa volonté la plus profonde. Et je sais également que Joal aussi voudrait avoir son fils au niveau de Joal. Mais comment est-ce que vous pensez que ça sera accueilli au niveau de l'opinion? Oui, au niveau de l'opinion. Ce n'est pas commun au Sénégal. Oui, au Sénégal c'est une première, ça va être une première. Mais on m'a dit quelque part aussi que même avec Blaise Diagne, ça a été fait. Et je pense avec Senghor aussi, comme c'est une volonté profonde, je pense que dans la vie, on dit une fois n'est pas coutume, mais on peut laisser avec Léopold Sédar Senghor. Parce que Joal réclame son fils, mais j'ai peur aussi que Djilor aussi ne réclame pas son fils. Oui. Parce que quelque part aussi, les événements de Djilor disent que Senghor n'est pas né à Joal, il est né donc à Djilor. Ce sera donc très difficile. Mais Senghor lui-même le concerne. Sa dernière volonté devrait prendre le dessus. Et voilà, sincèrement, ça doit prendre le dessus par rapport au dire de la population. Alors, Léopold Sédar Senghor, un homme, deux facettes. Il y a Senghor le politique, Senghor le poète. Comment aujourd'hui raviver précisément le deuxième, plutôt la deuxième facette de Senghor, au-delà des mots et des hommages? La deuxième facette, j'entends la facette poète. Comment la raviver, au-delà des mots, des hommages? Oui, je pense qu'aujourd'hui, Léopold Sédar Senghor, ce qu'il a fait par rapport à sa poésie, parce que Senghor a parlé à la suite des Sénégalais de tous les temps. Donc il a parlé à la jeunesse, il a parlé également donc, aux générations futures. Parce que ça, il a écrit vraiment dans sa poésie. Donc on revoit ça. Son discours, en tout cas, c'est un discours qui dépasse en tout cas les générations. Donc aujourd'hui, je pense que ce que je peux dire à ces jeunesses-là, c'est d'aller lire ces ouvrages de Léopold Sédar Senghor, parce qu'il a donné beaucoup d'informations. Et par exemple, je dirais, quand on parle de la jeunesse, quand Léopold Sédar Senghor propose dans son livre qui s'appelle Ce que je crois, publié en 1988 aux éditions Grasset, il a théorisé ce qu'on appelle le code d'honneur sénégalais. Donc là où on trouve les principes fondamentaux du Sénégal, comme le Djom, la Kersa. Et je pense aujourd'hui les jeunes de notre génération doivent tout faire pour aller boire dans cette rivière laissée par Léopold Sédar Senghor. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un seul chemin, c'est d'aller lire Léopold Sédar Senghor pour essayer de raviver cette flamme poétique. Justement, en parlant de valeurs, justement, Léopold Sédar Senghor, ses enseignements, son école du parti, dans quelle mesure, en fait, Senghor peut-il être une solution aux dérives que nous constatons actuellement dans le champ politique, notamment les dérives verbales? Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, il a parlé du code d'honneur sénégalais. Moi, je pense que Senghor a réglé tout cela. C'est qu'au Sénégal, nous avons souvent un problème. C'est que sur le plan théorique, on connaît tout, mais c'est l'applicabilité qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, si les Sénégalais partent relire Léopold Sédar Senghor et essayer d'appliquer ce code d'honneur sénégalais, donc je le répète encore parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en lisant Senghor. Parce que c'est un livre que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Mais si aujourd'hui les gens essaient d'appliquer la Kersa, le Mougne, ce code d'honneur sénégalais proposé par Léopold Sédar Senghor, je pense que ces dérives verbales-là qu'on est en train de voir ça et là, on pourra sincèrement les éviter. Alors, Abdoulaye Sadi, il y a un portraitiste qui pense que l'homme, Léopold Senghor, a créé une nation, mais n'a pas mis son pays, le Sénégal, sur la voie de l'émergence. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça, c'est le débat qu'on pose. J'entends souvent les gens dire que Senghor n'avait pas une vision de développement pour le Sénégal. Mais c'est pour dire que chacun a sa manière de définir le développement. Donc Senghor, pour lui, à l'indépendance, donc il fallait et surtout créer une nation forte. Parce qu'avec la colonisation, les Blancs avaient tout fait pour essayer de mettre nos valeurs au niveau
des poubelles, pour m'exprimer ainsi. Et Senghor a dit quoi? Donc, après l'esclavage et la colonisation, donc il nous faut d'abord essayer de créer cette nation forte, créer un brassage culturel. Et vous avez vu, Senghor, il a dépassé les gens de sa génération. Parce que quand vous le comparez à Houphouët-Boigny, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'a pas su donc créer cette symbiose, ce brassage ethnique et linguistique au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais après son départ, nous avons tous vu que la Côte d'Ivoire s'est prenée. Alors que Senghor, lui, il a très tôt compris cela. Il a battu la nation. Le cousinage, il a exacerbé surtout le cousinage entre Peul et Sérère, parce que lui-même, il se réclamait d'être Peul, d'être Manding et d'avoir même un sang portugais. Ce qui va donc susciter le rire pour certains, mais quand même Senghor a dit qu'il avait un sang portugais. Et je pense que cette personnalité-là qui a un État. Également, il a aussi anticipé, parce que vous allez me le dire, parce que c'est un visionnaire. Sur le plan politique, dès 1960, après, pour Kabila Diouf, plus 16 ans après. Donc, sur le plan de la littérature, nous ne serons pas établis. Aussi, fait quoi en 2014, l'édition, les nouvelles du Sénégal, est sorti mais également Amad Lamissa. Je pense que ça, ceux qui donnent l'humanité, donc il faut anticiper, il faut préparer son successeur. Près de 20 ans après sa session, que reste-t-il, à votre avis, du mouvement de la négritude? Oui, actuellement pour le mouvement de la négritude, vous savez, déjà vers les années 1977, certains écrivains disaient que la négritude était dépassée. Et moi je pense qu'aujourd'hui la négritude n'est pas dépassée. Parce que vous l'avez vu tout récemment avec Sadio Mané, avec le Ballon d'Or. Les gens ont dit que c'est parce qu'il est noir qu'il n'a pas pu obtenir ce Ballon d'Or-là. Je pense aujourd'hui, c'est nous d'abord Africains, c'est à nous d'abord de commencer à nous valoriser, en valorisant surtout nos hommes. Et je pense que la question de la négritude c'est quoi? C'est de valoriser ce qui est africain, c'est tout simplement ce qui est noir. C'est la culture noire, de la valoriser. Je pense qu'aujourd'hui, les médias aussi ont leur rôle à jouer par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire qu'il faut davantage qu'on essaie de montrer les modèles africains, les modèles noirs, pour dire que nous, en Afrique, on a des personnalités comme Nelson Mandela. Sur le plan sportif, c'est un noir qui est donc le plus grand footballeur de l'histoire, c'est Pelé. Mais pourquoi pas en Afrique, on ne va pas essayer de valoriser donc ces personnalités-là, et surtout également au Sénégal, on avait Cheikh Anta Diop. On a d'autres intellectuels qui doivent être montrés en exemple donc, dans le cadre de la négritude. Mais que reste-t-il de l'héritage? Non, l'état de Léopold Senghor est inépuisable. Donc je vous dis tout à l'heure que Senghor, il a parlé aux hommes de toutes les générations. Donc tout reste. Vous avez vu aujourd'hui tout simplement les gens marcher au niveau de l'indépendance. Vous avez entre l'opposition et le parti au pouvoir, il y a des problèmes. Mais pourtant, Senghor l'avait théorisé, ce qu'il a appelé le compromis dynamique et l'accord conciliant. Je pense que ces valeurs-là, si ces hommes politiques qui sont en train de se battre sur le terrain, s'ils se battent réellement pour le peuple sénégalais, pourquoi ils ne pourront pas trouver ce que Senghor appelait un compromis dynamique pour le développement du Sénégal? Abdoulaye Seydi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse au ministère de la Jeunesse, mais également doctorant à l'université en littérature africaine, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez Mariam Gaye dans IR. Et juste après, le professeur El Hadj Diouf avec Shakespeare qui nous inspire juste derrière à 20h30 Sode Diakhoumpa avec Keno Askanui ce soir. L'antenne ouverte aux téléspectateurs qui pourront donner leur opinion sur les différentes actualités de la semaine. Retrouvez Adam Anouch Kaba le long du week-end sur les 19h45. Bonne soirée sur ITV.